The human race stands at a critical turning point in terms of biowarfare technology. We are at risk now as I speak. Our children could suffer a biological catastrophe, and I kid you not. Le premier acte de terrorisme biologique du XXIe siècle m'a conduit à la découverte des secrets les plus cachés des gouvernements, amis ou ennemis, tous unis dans la recherche de l'arme ultime. Si mon enquête m'a appris une chose, c'est celle-ci. En matière de bioterrorisme, les terroristes ne sont pas toujours ceux que l'on pourrait croire. C'est arrivé par la poste, quelques semaines après le 11 septembre. Un nouvel attentat terroriste. D'abord en Floride, puis à New York et Washington. Le bacille du charbon, qu'on appelle également anthrax à cause de son nom anglais, sème la panique aux États-Unis. 2 journaux et un bureau de Microsoft ont reçu des lettres contenant le bacille du charbon. Une personne est morte, 2 autres ont été contaminés. Plusieurs journalistes et sénateurs américains reçoivent des courriers imprégnés de cette poudre mortelle. Le président Bush n'exclut pas que Ben Laden soit derrière tout cela. Pour la première fois de l'histoire moderne des États-Unis, le Congrès doit être fermé. 22 personnes sont contaminées, 5 d'entre elles meurent, et la psychose s'empare du pays. Le 11 septembre et les attentats à la lettre piégée ont été un double coup porté à notre pays. N'oublions pas que le pays était sous le choc, c'était juste après le 11 septembre. Les gens étaient traumatisés. C'était le moment parfait. On pensait déjà que le monde entier était contre nous, et là en plus, il y avait le charbon. C'était très bien pensé. Quand on y songe, l'attaque nous visait tous. Elle avait été commise par le biais de la poste. Donc les sports pouvaient être expédiés chez n'importe qui. L'horreur des tours jumelles est gravée dans toutes les mémoires. Mais les lettres contaminées, ce coup porté contre la République, ont été pratiquement oubliées du grand public. Toutes les victimes. Bob Stevens, photographe dans un tabloïd de Floride. Thomas Morris et Joseph Kersin, 2 postiers du New Jersey. Ottilie Lundgren, une grand-mère d'Oxford dans le Connecticut. Et Katyn Nguyen, une infirmière vietnamienne du Bronx, sont mortes et enterrées. Je veux savoir pourquoi les tenants et les aboutissants de toute cette histoire ont eux aussi été enterrés. L'enquête ouverte à l'époque par le FBI est la plus vaste de toute son histoire. Baptisée Ameritrax, elle couvrira 6 continents et donnera lieu à plus de 9000 interrogatoires et 6000 citations à comparaître. Très vite, le FBI privilégie la piste d'un tueur isolé et se concentre sur un individu digne d'intérêt. Un biologiste de l'armée du nom de Stephen Hatfield. Je ne suis pas le tueur à l'anthrax. Hatfield ne sera jamais officiellement mis en examen, mais le FBI le harcèle sans relâche et les médias s'acharnent contre lui. Je m'insurge contre une enquête caractérisée par des déclarations officielles scandaleuses, des fuites dans la presse et un battage médiatique qui m'a causé un immense préjudice. Stephen Hatfield intente un procès au ministère de la Justice. Et en juin 2008, celui-ci lui propose un accord à l'amiable et lui verse près de 6 millions de dollars. 6 ans après avoir été ouverte, l'enquête du FBI semble dans l'impasse.
Puis, 5 semaines après le règlement à l'amiable avec Hatfield, l'affaire rebondit. Enfin, un suspect dans les attentats au charbon. Il travaillait dans un labo du gouvernement, mais il est mort. Nous tenons l'auteur des attentats et nous sommes certains que si nous avions pu le traduire en justice, nous aurions prouvé sa culpabilité. Il s'appelait Bruce Ivins. Il est mort mardi au Frederick Memorial Hospital dans le Maryland, après une absorption massive d'acétaminophène et de codéine. Son avocat clame son innocence. Le suspect étant mort, il est inutile pour le FBI d'apporter la preuve de ses accusations. Alors que les proches de Bruce Ivins lui rendent un dernier hommage, le FBI annonce que l'affaire est close. Mais au lieu de dissiper les interrogations, cela soulève de nouveaux doutes. Il est mort. Ils peuvent clore l'affaire, et lui ne peut pas se défendre. Plutôt pratique, non? Pour les experts, non seulement le dossier Bruce Ivins ne contient que des preuves indirectes et des éléments scientifiques peu probants, mais la thèse du tueur isolé défendue par le FBI n'est pas crédible. Dans les romans policiers, on se demande toujours à qui profite le crime, qui a un mobile. L'idée du tueur solitaire convient parfaitement au FBI. Un dément a volé une petite quantité de poudre, ou l'a fabriquée chez lui, ou que sais-je encore. Il a envoyé quelques lettres, et il est mort. Donc, pas besoin d'un mobile. Le célèbre journaliste d'investigation Edward Epstein réfute cette version, de même que le sénateur Patrick Leahy, l'un des destinataires des lettres. Je ne crois pas une seule seconde qu'il soit le seul à être impliqué dans ces attentats contre le Congrès et contre le peuple américain. Je n'y crois absolument pas. Je pense qu'il y a d'autres personnes impliquées, des complices soit par instigation, soit par assistance. Pour moi, il y en a d'autres qui peuvent être inculpés de meurtre. La clé de cette affaire complexe est l'arme du crime, le bacille du charbon. Bruce Ivins travaillait dessus en tant que microbiologiste dans l'un des laboratoires militaires les plus secrets du monde, l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses de l'armée américaine à Fort Detrick, dans le Maryland. Cela fait longtemps que Fort Detrick travaille sur cette bactérie. Une immense usine à microbes. Le programme américain de guerre biologique est né ici pendant la Seconde Guerre mondiale, en réaction aux nazis, mais aussi aux Japonais qui avaient utilisé des armes biologiques contre les Chinois en Mandchourie dans les années 30. Après la guerre, Fort Detrick se développe. Les chercheurs de l'armée travaillent sur l'aérosolisation du bacille du charbon et d'autres modes de dispersion mortels. En pleine guerre froide, alors que les grandes puissances ont accumulé suffisamment d'armes biologiques pour anéantir l'humanité, Washington décide de mettre fin à l'escalade. The United States of America will renounce the use of any form of deadly biological weapons that either kill or incapacitate. La décision du président Nixon ouvre la voie au démantèlement et à la destruction des stocks mondiaux d'armes biologiques. Depuis, le traité interdisant l'emploi et la mise au point de ces armes a été signé par 162 pays. Fort Detrick et d'autres laboratoires militaires se tournent alors vers des recherches de défense légale, comme la mise au point d'un vaccin. Pourtant, un détail trouble beaucoup d'experts. Les spores de charbon contenus dans les lettres de 2001 sont apparemment une forme militarisée de la bactérie, une forme d'un degré de sophistication très poussé. Comment un scientifique du gouvernement travaillant dans un centre de recherche en biodéfense a-t-il pu la fabriquer à l'insu de tous? Une source bien informée accepte de me parler. Richard Sperzel, ancien commandant adjoint de Fort Detrick et biologiste au sein de la Commission spéciale des Nations Unies en Irak. Une seule personne a-t-elle pu fabriquer la poudre contenue dans les lettres? Je suis absolument convaincu, comme d'autres experts d'ailleurs, je suis loin d'être le seul,
Kai Vince n'a pas pu le faire avec le matériel qu'il avait. Les particules retrouvées dans les lettres envoyées aux sénateurs Daschle et Leahy mesuraient, d'après les rapports du FBI, entre 1,5 et 3 microns. C'était très sophistiqué. Obtenir un diamètre médian de 1,5 à 3 microns est très difficile. Pour moi, cette poudre n'a pas pu être fabriquée à Fort Detrick. Ils ne possèdent pas l'équipement nécessaire pour arriver à des particules aussi petites. La poudre s'est envolée de la lame quand on a essayé de l'examiner au microscope. Elle avait une capacité de dispersion exceptionnelle. Les spores étaient individuellement enrobés d'une substance appelée polyglace, qui a pour effet de lier étroitement la silice à chacune des spores. C'est un point essentiel, parce que c'est ça qui les rendait aussi dangereuses. Général Parker, il n'y avait rien d'ajouté aux spores pour faciliter leur dispersion par aérosol? C'est une question compliquée. Nous avons effectivement trouvé de la silice dans les échantillons. Nous ne savons pas pourquoi elle est là, ni à quoi elle sert, mais il y a de la silice. Ces additifs sont délibérément traités pour transformer la poudre en une arme mortelle. Si les spores n'étaient pas enrobées, très peu d'entre elles auraient la capacité de flotter dans l'air, de demeurer sous la forme de spores individuelles et d'être ainsi inhalées dans les poumons. Les spores doivent pénétrer en profondeur dans vos poumons avant de vous contaminer. La présence d'additifs traités signifie qu'il s'agit d'une forme militarisée de la bactérie. En 2002, le FBI engage une équipe de chercheurs pour réexaminer les spores. Parmi eux, Matthew Meselson de Harvard. Nous avons tous vu la même chose, à savoir une préparation incroyablement pure des spores. Voilà ce que je peux vous dire, vraiment pure. Ce qui veut dire, selon le professeur Meselson, qu'il n'y avait pas de silice et donc pas de militarisation de la bactérie. Pourtant, 6 ans plus tard, en 2008, le FBI déclare qu'il y avait bien de la silice, mais qu'elle était d'origine naturelle. Une position mise en doute par beaucoup d'experts. En réalité, le FBI reste très vague sur cette question clé. Pouvez-vous confirmer qu'il n'y avait pas de silice dans les fioles provenant du laboratoire du Dr. Ivins à Fort Detrick? Et s'il n'y en avait pas, pouvez-vous expliquer comment elle s'est retrouvée dans les enveloppes contaminées? Il va falloir que je me renseigne. Je vous en serai reconnaissant. Merci. S'il s'agit d'une forme militarisée de la bactérie, cela ne peut signifier qu'une chose. Ce n'est pas l'œuvre d'un individu isolé. C'est un travail multidisciplinaire. D'abord, il vous faut des biologistes pour savoir quelle souche de la bactérie utiliser, en l'occurrence le Bacillus anthracis. Ensuite, vous avez besoin de la faire fermenter, donc il vous faut un chimiste pour produire un grand nombre de spores. Et il vous faut aussi d'autres chimistes pour séparer les spores, les traiter et les concentrer. De tels moyens supposent l'implication d'une organisation d'État. Et les autorités américaines ont déjà rendu publique une information qui allonge la liste des suspects potentiels. Vous pouvez nous dire de quelle souche il s'agit? De la souche Ames. La souche Ames est l'une des souches les plus mortelles du bacille du charbon. Une souche que l'armée américaine utilise pour ses recherches et qu'elle a partagée avec d'autres laboratoires de biodéfense dans le monde. J'ai donc commencé à chercher qui pouvait avoir accès à la souche Ames à l'étranger. Et s'il y avait des labos qui
qui auraient pu faire ça. On ne pouvait pas se restreindre aux États-Unis et exclure le reste du monde, car la souche était disponible en Angleterre, au Canada et dans beaucoup d'autres pays. Au départ, le FBI se concentre sur l'un de ses établissements. Porton Down, le principal laboratoire militaire britannique auquel Fort Detrick a envoyé la souche Ames dans les années 80. Or, une partie de Porton Down vient d'être vendue à un financier, Fouad El Ibri, dans le cadre de la politique de privatisation du gouvernement Thatcher. J'ai été surpris, et même choqué, de découvrir que le programme de recherche avait été en partie privatisé et cédé à des entreprises étrangères. L'une de ces entreprises était détenue par un banquier libanais par l'intermédiaire de sociétés offshore basées dans les Antilles néerlandaises. Une chaîne de sociétés presque impossible à remonter avait pris le contrôle d'une partie du programme de recherche sur le vaccin contre la maladie du charbon. Ce qui m'a semblé particulièrement intéressant, c'était que ce programme, public au départ, était passé aux mains de sociétés dont on ne savait pas exactement où elles se trouvaient ni qui les possédait. La même chose s'est produite en Amérique. En 1998, grâce à de puissantes relations dans l'administration Clinton, El Ibri parvient à racheter un laboratoire public, unique fournisseur du vaccin contre le charbon à l'armée américaine. L'associé d'El Ibri dans cette nouvelle société baptisée Biopor n'est autre que l'amiral William Crowe, ancien chef d'état-major des armées, le principal conseiller militaire du président des États-Unis. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope shut down the United States Senate. Iraq declared 8,500 liters of anthrax, and Saddam Hussein has not verifiably accounted for even 1 teaspoonful of this deadly material. La psychose du charbon devient une justification cruciale de la guerre en Irak. Washington impose la vaccination à tous ses soldats déployés à l'étranger. La demande pour le vaccin augmente en conséquence. En cherchant ce qui se cache derrière tout cela, je m'aperçois que quelqu'un d'autre pose les mêmes questions que moi. L'homme s'appelle Stephen Dresch et il soutient une thèse stupéfiante. Il y aurait un lien entre les courriers contaminés et l'étrange décès du scientifique responsable du labo de microbiologie à Porton Down. La première fois que j'ai entendu parler de David Kelly, c'était peu après le 11 septembre. L'affaire des lettres venait de frapper les États-Unis. L'enquête publique piétinait. Mais j'avais commencé à infiltrer ce que j'appelle la mafia internationale des armes biologiques. Si quelqu'un connaissait les secrets de cette mafia, c'était David Kelly. Et lui aussi a été retrouvé mort, dans un bois. David Kelly est parti se promener en forêt près de chez lui et s'est ouvert les veines. David Kelly était inspecteur des Nations Unies en Irak. David Kelly était-il la source des articles affirmant que le gouvernement britannique avait exagéré les rapports des renseignements pour pousser le pays à la guerre? Ce que Dresch raconte de cette soi-disant mafia du bioarmement m'a tout l'air d'une théorie du complot. Mais en me renseignant sur lui, j'apprends que Stephen Dresch est un ancien parlementaire républicain du Michigan, devenu enquêteur privé et résolu à lutter contre la corruption. En 1998, c'est lui qui a donné l'alerte au Congrès quand El Ibri a pris le contrôle du marché américain du vaccin contre le charbon. Et après l'envoi des courriers contaminés, c'est lui qui a exhorté les parlementaires à élargir les investigations aux sociétés privées et à leurs liens avec des pays étrangers.
Il s'apprête à partir en Angleterre pour enquêter sur la mort de David Kelly. Et je décide de l'accompagner. La mort de David Kelly a entaché la réputation de Tony Blair et de son gouvernement. Le ministère de la Défense a rapidement réagi et confirmé qu'une enquête sera menée par un juge chevronné. Lord Hutton entend 74 personnes en 22 jours. Aucune ne témoigne sous serment. Son rapport de 750 pages lave le gouvernement britannique de tout soupçon. Pour beaucoup de gens, le rapport Hutton n'est qu'un leurre. Un mois plus tard, plusieurs experts médicaux respectés contestent publiquement la thèse officielle du suicide et demandent la réouverture de l'enquête. Dresch et moi prenons l'avion pour Londres le jour où la décision doit être rendue par le coroner. Les éléments médico-légaux présentent d'importantes incohérences. Pourtant, en moins de 10 minutes, le coroner annonce qu'il n'y aura pas de complément d'enquête. Il a déclaré avoir tenu compte des lettres envoyées par des gens inquiets de savoir s'il n'y aurait pas une autre explication à la mort de David Kelly. Que pensez-vous de la décision du coroner? Je ne crois pas une seconde au suicide. Kelly n'aurait jamais pris ce genre de couteau s'il avait vraiment voulu se suicider. C'est un mensonge après l'autre. Et maintenant, ils ne peuvent plus s'arrêter. Sinon, ça leur explose à la figure. Quels sont les éléments que le coroner a refusé de réexaminer? Nous commençons par aller voir John Sker, chirurgien vasculaire de renom et l'un des experts médicaux qui ont contesté les conclusions de l'enquête. Se trancher les veines est souvent un acte commis par des jeunes, en majorité des femmes. C'est un appel à l'aide qui n'est pas généralement considéré comme une manière fiable de se donner la mort. Si vous voulez vraiment vous trancher les veines, vous prenez un couteau aiguisé et vous faites un mouvement de haut en bas. Dans cette affaire, d'après les informations qui m'ont été fournies, le couteau a été utilisé dans le mauvais sens, en remontant. C'est une manière inhabituelle de se trancher les veines. Sans compter que déjà, au départ, se trancher les veines, ce n'est pas un moyen très courant et très sûr de se suicider. Depuis sa tombe, on peut voir l'endroit où il est mort. Louise Holmes et son chien Brock ont été les premiers à découvrir le corps de David Kelly. Pouvez-vous me dire où il se trouvait? Au pied d'un arbre, avec la tête et les épaules appuyées contre l'arbre. Mais vous ne diriez pas qu'il était allongé par terre? Non. Comme je l'ai dit au tribunal, il avait la tête et les épaules contre la base du tronc et le reste du corps par terre. J'imagine que c'est par un bel après-midi de juillet, le 17 juillet exactement, que David Kelly est monté par ici. C'est difficile à dire, mais je pense qu'on est au bon endroit. C'est le plus gros arbre du coin, et il y a bien des fourrés derrière. Selon le rapport de police, le corps de Kelly était complètement allongé au sol. Pourquoi l'aurait-on déplacé? Deux ans s'écoulent et nos doutes se renforcent. À ce moment-là, Dresch est gravement malade. C'est donc seul que je repars à Londres. À mes yeux, il ne fait aucun doute que David Kelly a été assassiné. Norman Baker n'est pas le premier venu. Membre de longue date du Parlement britannique, il a passé 1 an à enquêter sur la mort de Kelly. Il n'y avait pas d'empreinte sur le couteau qu'il aurait prétendument utilisé pour se tuer. Ce qui ne fait que me conforter dans l'idée qu'il est extrêmement difficile d'ajouter foi à la thèse du suicide.
Qui aurait pu vouloir la mort de Kelly? Et pourquoi? Gordon Thomas, auteur de plus de 50 livres dont beaucoup portent sur l'univers des services secrets, affirme avoir rencontré David Kelly quelques mois avant sa mort. David Kelly était un acteur majeur du monde secret de l'armement biologique. Il en savait plus que n'importe qui sur le sujet, et il était brillant. C'est pour ça que les services de renseignement le consultaient toujours. Dès qu'ils avaient un problème, que ce soit la CIA ou les services secrets canadiens, ils se tournaient vers lui. Il avait contacté 2 ou 3 écrivains, parmi lesquels j'ai l'honneur de compter, dans l'idée d'écrire un livre sur sa vie. Je lui ai dit, « Mais vous savez, vous êtes lié par le secret défense. » Et il m'a répondu, « Justement, j'ai besoin que quelqu'un d'autre écrive ce livre avec les informations que je lui donnerai. » Je vois, lui ai-je dit, mais on ne vous laissera pas faire. De quoi pourrions-nous bien parler qui ne nous attire pas des ennuis à tous les deux? Ne sachant que penser de ce que m'a dit Gordon Thomas, je décide de m'intéresser à l'endroit où travaillait Kelly. Porton Down, le centre top secret du programme britannique d'armement biologique et chimique. Entrée interdite. On y est. Depuis 1984, Kelly était responsable du laboratoire de microbiologie à Porton Down. Au moment de sa mort, l'établissement faisait l'objet d'une vaste enquête de police. L'opération Antler, sur des morts et des blessures provoquées par des expériences secrètes faites sur des soldats britanniques entre 1939 et 1989. L'avocat Alan Kerr représentait certaines des victimes. Il y a eu des expériences où on les mettait dans des chambres à gaz pour les exposer au gaz sarin, une arme chimique, au gaz moutarde, à la léwisite, au gaz CS, un gaz anti-émeute, et à d'autres substances, par exemple des agents biologiques comme le pyrexal. En gros, n'importe quelle substance pouvant être utilisée dans une guerre chimique. Après 3 ans d'enquête, la police rassemble suffisamment de preuves pour recommander la mise en examen des chercheurs de Porton Down. Mais quelques jours avant la mort de David Kelly, en juillet 2003, les poursuites sont brusquement abandonnées. L'enquête menée dans le cadre de l'opération Antler n'est pas mentionnée dans le rapport du juge Hutton. Vous avez 30 policiers qui enquêtent sur des agissements criminels à Porton Down, vous avez la mort de Kelly, et personne ne fait le rapprochement entre les deux. Ça paraît très étrange, comme si on avait voulu étouffer l'affaire. Les expériences menées à Porton Down s'inscrivent dans une course planétaire aux armes biologiques de destruction massive. La guerre biologique a pris une importance de premier plan immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait eu des recherches pendant le conflit, mais après 1945, la menace terrible que représentait l'arme biologique l'a fait considérer comme l'une des grandes armes de l'avenir. La collaboration qui s'est engagée entre la Grande-Bretagne et le Canada en 1940 s'est progressivement élargie aux Américains et s'est accompagnée d'une répartition des tâches. Les recherches avaient lieu plutôt en Grande-Bretagne, la production se faisait aux États-Unis et les essais se déroulaient au Canada. Cette collaboration nécessite des rapports étroits entre Fort Detrick et Porton Down. Frank Olson, un chercheur de Fort Detrick, assure la liaison entre les deux centres au début des années 50. Le 28 novembre 1953, il meurt après être tombé du 12e étage d'un hôtel new-yorkais. Son fils Eric est persuadé que ce n'était pas un accident, ni un suicide, mais un acte criminel lié à son activité secrète. Il était au courant d'expériences menées sur l'homme, de méthodes d'interrogation poussées conduisant à la mort du sujet. S'il y avait quelque chose d'effrayant pendant la guerre froide, c'était bien ces méthodes. Frank Olson était membre des opérations spéciales,
une collaboration secrète entre Fort Detrick et la CIA. Et d'après son fils, il voulait arrêter. Ce qui est évident, c'est qu'il y a eu forcément pendant la guerre froide des chercheurs, des décideurs, des administrateurs, des militaires qui savaient ce qui se passait et qui disaient « on refuse de faire ça, ce n'est pas digne des États-Unis ». Et la question était de savoir que faire de ces gens-là. Il était impossible de les poursuivre, même devant un tribunal militaire, parce que bien souvent ce qu'ils faisaient était tellement secret que vous ne pouviez même pas le démentir. Alors quand un type comme ça dit qu'il en a assez et qu'il arrête... En 1975, 22 ans après la mort de Frank Olson, les autorités finissent par dire qu'on lui a administré du LSD et qu'il s'est jeté par la fenêtre. Son fils n'y a jamais cru. En 1994, il a fait exhumer la dépouille de son père par un médecin légiste qui a constaté que Frank Olson avait été frappé à la tête avant de tomber par la fenêtre. Vous avez David Kelly qui meurt dans un bois, Ivins à l'hôpital. Ça fait vraiment froid dans le dos. Frank Olson, Bruce Ivins, deux chercheurs travaillant à Fort Detrick, tous deux morts dans des circonstances douteuses, à 50 ans d'intervalle. David Kelly, lui aussi chercheur, travaillant à Porton Down, lui aussi victime d'une mort suspecte. Tous trois travaillaient dans des programmes gouvernementaux de recherche sur le bacille du charbon, des programmes justifiés par la crainte d'une menace extérieure. Derrière le rideau de fer, les Russes s'étaient occupés à élaborer des armes biologiques. Ils travaillaient sur les agents classiques. Le bacille du charbon, bien sûr. La tularemie, la toxine botulinique, la fièvre Q, l'encéphalite équine du Venezuela. Ils ont militarisé quelque chose comme 9 agents au cours de la guerre froide. Les deux camps poursuivent leur programme de recherche et constituent des stocks d'armes bactériologiques, jusqu'à ce qu'elles soient interdites en 1972. La Convention de 1972 a sans doute été le traité de désarmement le plus important de l'histoire. Elle interdisait non seulement d'utiliser ces armes, mais aussi de les stocker et de les fabriquer. C'était une excellente initiative, et la plupart d'entre nous ont pensé « Dieu merci, voilà au moins une menace pour l'humanité qui a été éliminée ». Mais en 1989, un transfuge russe révèle que les soviétiques ont largement enfreint le traité. C'était stupéfiant. Il y avait une foule de gens extrêmement qualifiés qui faisaient non seulement des recherches de pointe sur les vieux agents classiques, mais qui travaillaient aussi à la mise au point de nouveaux types d'agents, dans des directions très diverses, et produisaient d'immenses quantités de matériaux biologiques militarisés. L'importance de ce programme, la diversité des recherches et l'ampleur de la production étaient absolument sidérantes. Le transfuge en question, Vladimir Pasechnik, est l'un des principaux chercheurs en bioarmement de l'URSS. En arrivant à l'Ouest, il est interrogé pour le compte des renseignements britanniques par David Kelly. Ce débriefing a été une étape capitale, car il a permis à la Grande-Bretagne et aux États-Unis de prendre conscience des activités des Soviétiques en matière de guerre biologique. L'ombre de ces recherches secrètes continue de planer sur Ekaterinbourg. Aux confins de la Russie, près de la Sibérie, cette ville industrielle autrefois appelée Sverdlovsk était l'un des centres du programme secret de l'URSS. En 1979, un petit gramme de bacille du charbon s'échappe du complexe 19, le laboratoire secret de l'armée. Dispersés par le vent, les spores contaminent des centaines de personnes
et font au moins 66 victimes. On a d'abord cru que c'était non pas la maladie du charbon, mais la peste, parce que les symptômes sont similaires. Ensuite, on s'est dit qu'une guerre biologique avait commencé et qu'on avait été attaqué. À ce moment-là, on savait que c'était le bacille du charbon, mais pas de quel type il s'agissait, ni d'où il venait. J'avoue que ça m'a terrifié. Les autorités imputent l'épidémie à la consommation de viande contaminée. Mais le pathologiste Lev Greenberg et ses collègues prouvent que les victimes ont succombé à la forme pulmonaire de la maladie du charbon. Ce qui veut dire que les spores ont été délibérément manipulés par l'armée soviétique afin de les rendre assez petites pour être inhalées, comme celles utilisées dans les lettres piégées aux États-Unis. Ces gens n'auraient pas dû tomber dans l'oubli. Dans le cimetière de la ville, je cherche la section spéciale où les victimes de l'épidémie ont été enterrées. Toutes ont été enterrées très profondément, dans des cercueils en acier. Les autorités ont essayé d'étouffer l'affaire, mais les survivants n'ont pas oublié. Pourquoi vous me demandez ça? C'était il y a tellement longtemps. Tout le monde a été malade. Je plains surtout les enfants. La plupart des gens sont morts. Beaucoup sont morts, que j'ai oubliés. Vers la fin de la guerre froide, Vladimir Pasechnik fuit l'Union soviétique, avec la preuve que la Convention sur les armes biologiques n'est pas le traité de désarmement le plus important de l'histoire. Au Royaume-Uni, le scientifique russe est rapidement recruté dans l'univers récemment privatisé des armes biologiques. David Kelly lui a dit « On va monter une société où vous pourrez mener vos travaux au sein du département de microbiologie à Porton Down. Imaginez un centre top secret du gouvernement qui accueille un ancien ennemi. Ça montre le pouvoir de David Kelly. Et en même temps, il travaillait à la mise au point d'un antidote au bacille de charbon. Quelques jours après l'affaire des courriers contaminés aux États-Unis, Pasechnik meurt soudainement. Ça fait longtemps déjà qu'on aurait dû réexaminer la mort de Pasechnik. Parce que ce qui lui est arrivé annonçait peut-être ce qui allait arriver à Kelly. Cause naturelle. Le monde des armes biologiques est un univers trouble, où il est difficile de distinguer la réalité de la fiction. Je recontacte Steven Dresch, qui, bien que très malade, a trouvé de nouvelles pistes, grâce à ses contacts dans le renseignement. Ces pistes vont réorienter mon enquête dans une direction surprenante. Pour faire le lien avec David Kelly, l'Afrique du Sud tient une place essentielle. Le gouvernement blanc d'Afrique du Sud a longtemps été condamné pour sa brutalité à l'égard de sa population noire majoritaire. Dans les années 80, ce régime d'apartheid a mis sur pied un programme bactériologique top secret, le projet COAST, dirigé par Wouter Basson, plus tard surnommé Docteur la Mort. Ce programme, qui avait pour but de mettre au point des armes pour assassiner les opposants à l'apartheid, a donné lieu à des expériences sur la population noire. Je retourne voir le député britannique Norman Baker. Peut-être a-t-il découvert un lien entre Kelly et l'Afrique du Sud au cours de sa propre enquête. Il y avait des relations entre le gouvernement britannique et le régime sud-africain. Et on peut se demander ce que le gouvernement Thatcher de l'époque savait exactement sur le projet COAST. S'il recevait des informations issues de ce projet, et même s'il le soutenait secrètement. David Kelly et Wouter Basson étaient clairement en contact.
Est-il vrai que le bacille du charbon est en vente au marché noir? Pour le savoir, je dois aller en Afrique du Sud. Dans l'avion, je survole le pays où a pris corps ma hantise des armes biologiques. J'ai grandi en Rhodésie, une colonie britannique dirigée par sa minorité blanche. Quand j'ai eu 18 ans, dans les années 70, une véritable guerre civile faisait rage dans le bush. Les nationalistes noirs avaient pris les armes pour conquérir leur liberté. Les Blancs étaient déterminés à se maintenir au pouvoir à tout prix. En fait, nous refusions de laisser la Rhodésie aux mains de la majorité noire. Et il y avait une raison pour ça. Ce n'était pas juste du racisme. Nous avions vu s'effondrer des pays, de l'Ouganda jusqu'au Ghana. Toutes les colonies britanniques qui étaient devenues indépendantes avaient sombré dans l'anarchie. Il n'était pas question que ça arrive en Rhodésie. C'est moi, en 1977, quand j'ai rejoint les Selous Scouts. Jim Parker est un ancien membre des forces spéciales de l'armée rhodésienne, les Selous Scouts. Un régiment d'assassins d'élite, dont la mission est d'éliminer l'ennemi par tous les moyens. Jim Parker a écrit un livre dans lequel il révèle les activités secrètes de cette unité de lutte contre l'insurrection. Alors que les combats s'étendent et que les nationalistes noirs gagnent du terrain, les Selous Scouts se tournent vers l'utilisation d'armes chimiques et biologiques. La première fois que j'ai entendu parler du bacille du charbon, c'était lors d'une mission à Wenki. Avec le médecin sur place à l'époque, on bavardait de choses et d'autres et il m'a dit « On a répandu le bacille du charbon dans la région de Nkayi et de Lupan. » En tout, il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont été contaminées cette année-là. Un chiffre sans précédent et qui n'a jamais été... que cela a pourtant été le cas. Pour finir, toute la Rhodésie, qui s'appelle aujourd'hui le Zimbabwe, a été contaminée. En 1980, quand un accord négocié met fin à la guerre et donne naissance à la nation indépendante du Zimbabwe, les Selous Scouts se réfugient au sud. Tous les documents top secrets, tout ce qui concernait les Selous Scouts, ont été transportés ici, en Afrique du Sud. Me voici dans la nouvelle Afrique du Sud. Les crimes du passé se sont effacés, mais ils n'ont pas été oubliés. Ma première tâche est d'essayer de rencontrer Wouter Basson. C'est la clé pour comprendre le rôle qu'a joué l'Occident dans les activités criminelles du projet Coast et ce que sont devenus les stocks de bacilles du charbon. Service des consultations, bonjour. Bonjour, Bob Cohen à l'appareil. Puis-je parler au docteur Basson? Il est avec un patient. Il peut vous rappeler? Le docteur Lamort ne s'est pas exprimé en public depuis plus de 5 ans. Ma démarche a peu de chance d'aboutir. Basson mène une vie bien rangée et ne paraît pas le moins du monde affecté par son sinistre passé. À l'époque de l'apartheid, Basson était le cerveau du projet Coast, qui s'inspirait de l'expérience rhodésienne. Caché derrière des sociétés écrans et des comptes offshore, soutenus par certains services secrets étrangers, les monstrueuses activités du projet Coast n'ont émergé qu'après la chute du régime blanc. I now declare that the hearing of the Truth and Reconciliation Commission is now in session. En 1996, la commission Vérité et Réconciliation est mise sur pied pour permettre aux victimes de l'apartheid de témoigner. Elle encourage aussi les anciens membres des services de sécurité à confesser publiquement leurs crimes en échange d'une amnistie. Bonsoir, docteur Basson.
Bob Cohen à l'appareil. Je voudrais savoir si vous avez reçu mon mail. Nous avons demain et vendredi et samedi. Alors samedi peut-être. Est-ce qu'on peut essayer pour samedi? Qu'est-ce que vous diriez de samedi soir? Je vais voir comment se passe la journée pour décider d'une heure précise. Ok. L'attaque fait partie de la défense, il n'y a pas à tortiller. Si vous avez une maison que vous voulez protéger contre les cambrioleurs, vous construisez un grand mur avec une clôture électrique, vous mettez des Rottweilers dans le jardin, des barreaux aux fenêtres, une alarme dans la maison. Et si vous vous réveillez une nuit avec un voleur dans votre salon ou votre chambre, vous pouvez être sûr qu'il n'est pas là pour papoter avec vous. La seule façon de vous défendre, c'est l'attaque. Si vous êtes costaud, vous pouvez le tabasser, mais si vous faites ma taille, c'est le pistolet ou le couteau. Basson a toujours soutenu que l'autodéfense était l'unique motivation du projet Coast. Et pour se défendre, l'Afrique du Sud blanche disposait d'alliés puissants en Occident. On a décidé de trouver des organisations qui pourraient nous aider sur le plan technologique. Il y en avait surtout au Royaume-Uni et en Amérique, et quelques-unes en Europe. On a été les voir, on leur a expliqué notre problème en leur indiquant de quelles informations on avait besoin. On en a obtenu quelques-unes, le reste on l'a acheté, emprunté ou volé. Curieusement, l'aide que nous avons reçue des Américains et des Britanniques était idéologique. Vous connaissiez David Kelly? Je l'ai rencontré à 3 ou 4 reprises, purement dans le cadre d'un échange d'informations. D'après le peu que j'en ai vu, il m'a donné l'impression d'un homme intelligent, honnête, très attaché à son travail. Vous l'avez rencontré à Porton Down? Je ne peux pas vous le dire, mais je l'ai vu plusieurs fois. Basson aurait donc bien rencontré David Kelly, apparemment pour échanger des informations. Vous êtes allé à Porton Down et Fort Detrick? Oui. Vous pouvez m'en parler? Non, parce qu'après vous allez me demander par l'intermédiaire de qui et pourquoi et comment, alors que j'ai déjà assez d'ennuis comme ça avec les gouvernements britanniques et américains. Je vous dirais juste qu'on y est allé, pas du tout dans le but de nuire à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. Notre unique objectif, grâce à leur savoir-faire. Grande spécialiste du projet Coast, concède que les États-Unis pourraient avoir collaboré avec le régime sud-africain. L'administration Reagan avait une politique d'engagement constructif. Il est donc possible, je n'en ai aucune preuve, mais c'est plausible, qu'il y ait eu une coopération sur certains programmes, y compris le programme d'armement biologique, entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Mais c'est secret défense. Quel secret l'Occident peut-il cacher sur l'ampleur de sa collaboration au projet Coast? Je me tourne vers l'une des sources de Dresch, le journaliste d'investigation Sam Saul. Le projet sud-africain était bien commode. Surtout les recherches sur le nec plus ultra des armes dont on pourrait se servir pour commettre des assassinats, en faisant en sorte que la mort ne paraisse pas suspecte. Peut-être bien que d'autres services secrets étaient intéressés par de telles armes, mais ne pouvaient pas faire les recherches eux-mêmes et se servaient de l'Afrique du Sud pour faire le sale boulot. Savoir si c'est le cas est une question qui reste ouverte.
Mais beaucoup d'éléments indiquent que Basson a effectivement reçu l'aide des pays occidentaux. La visite de Larry Ford, par exemple. Larry Ford. Après l'envoi des lettres contaminées, Dresch avait demandé au Congrès américain d'enquêter sur Ford, un microbiologiste californien qui, selon lui, avait été consultant pour la CIA et le projet Coast. Dresch m'oriente vers une autre de ses sources, un agent de sécurité dans un studio de cinéma hollywoodien. Voici Irvine, Californie, un lieu où vos rêves deviennent réalité. Même vos cauchemars. Surtout vos cauchemars. Dans les années 80, Peter Fitzpatrick, informateur du FBI, s'était introduit parmi les proches de Larry Ford. Un matin, en 2000, il regardait la télévision. Le docteur Larry Ford et son associé étaient propriétaires de cette compagnie pharmaceutique à Irvine. Ils espéraient gagner des millions avec un suppositoire censé prévenir la transmission du sida. Il y a 2 semaines, tout a changé. L'associé de Ford, James Riley, a reçu une balle dans la tête dans le parking de la société. Il n'est pas mort et la police a axé son enquête sur Ford. Mais avant qu'elle ait pu l'interroger, celui-ci s'est suicidé. Les gens qui connaissaient Larry Ford dans le quartier ignoraient qu'il travaillait sur le programme bactériologique sud-africain. Il manipulait des agents chimiques et biologiques. Il faisait muter des germes. Il les avait perfectionnés à tel point qu'il n'avait pas d'antidote connu. Aucun antidote connu. Tout ça était chez lui et les policiers allaient fouiller la maison. Que faire? Fitzpatrick appelle la police pour la prévenir. Nous avons trouvé 20 à 30 petits bocaux et une bouteille d'1 demi-litre. Nous avons envoyé ces substances à un laboratoire pour des tests. Nous ne savons pas encore de quoi il s'agit. Sur quoi travaillait Larry Ford? Et pour le compte de qui? C'était un type merveilleux, complètement fou. Il débarquait en Afrique du Sud après avoir pris l'avion avec ses poches de pantalon pleines de petites fioles qui contenaient de nouveaux organismes capables, selon lui, de faire des choses merveilleuses. Larry Ford avait fait muter le choléra, la typhoïde, le charbon, le botulisme et la peste bubonique. Et il avait aussi mis au point ce qu'il appelait des germes tueurs de kaffir. Kaffir, en afrikaans, signifie négro. C'était donc des germes qui étaient spécifiquement destinés à tuer seulement les Noirs. En d'autres termes, une arme biologique ethnique. Le projet Coast est-il vraiment allé aussi loin? Dès le début, la mise au point d'un moyen pour maîtriser la croissance de la population noire a été l'un des principaux domaines de recherche. Ces recherches se sont intensifiées à mesure que la population noire augmentait et que les soulèvements devenaient plus violents. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont commencé à travailler sur des modifications génétiques, à faire des recherches pour essayer d'élaborer des contraceptifs afin de stériliser les Noirs à leur insu. Toutes sortes de recherches qui, aujourd'hui, paraissent vraiment délirantes. On a parlé d'une arme ethnique sur laquelle travaillait le projet Coast, baptisé la bombe noire. Un projet génial, le plus amusant de ma vie. Tout cet épisode de l'arme ethnique a été parfaitement exposé lors du procès. En fait, nous avions pour objectif de synthétiser une certaine protéine présente dans le sperme à des fins contraceptives. L'idée était que si on pouvait immuniser une femme contre le sperme, on la rendrait stérile. Ces recherches nous ont été demandées par un autre pays qui avait un problème d'explosion démographique et nous ont demandé de faire ça pour eux. Était censuré pour des raisons de sécurité nationale.
Cela laisse peu d'indices quant à son travail supposé sur une arme raciale et ses liens réels avec les renseignements américains. Les gouvernements britanniques et américains se sont donné beaucoup de mal pour faire disparaître les preuves du projet Coast. Ils ont fait pression sur l'Afrique du Sud pour qu'elle détruise ses stocks d'armes biologiques et tous les documents s'y rapportant. Basson affirme que ces stocks ont été jetés à la mer. L'eau de mer a un tel pouvoir oxydant que tout disparaît très vite. On a tout lancé après plusieurs heures de vol, je ne sais pas exactement où, j'étais assis à l'arrière de l'avion, mais le pilote doit le savoir. À un certain moment, il a ouvert la porte, on a tout jeté et on est rentré. Dresch se procure un rapport top secret de l'armée sud-africaine au président Mandela, déclarant que les stocks du projet Coast ont été détruits. Mais il découvre aussi que quelques mois après l'envoi des lettres contaminées, un ancien scientifique du projet Coast, Dan Goosen, a tenté de vendre à Washington ces germes qui avaient été soi-disant jetés à la mer. Le deal, c'était que Goosen devait recevoir 5 millions de dollars et qu'il livrerait la cache secrète du bacille du charbon, dont plus d'une douzaine seraient extrêmement virulentes. Des tractations de haut niveau s'engagent avec des agents du FBI et de la CIA, puis s'interrompent au dernier moment. En utilisant Dresch comme source, Sam Saul révèle l'affaire en Afrique du Sud. La raison pour laquelle les Américains ont brusquement fait marche arrière n'a jamais été élucidée. Quand nous avons écrit l'article, c'était d'ailleurs assez amusant. Donc oui, il reste beaucoup de points d'interrogation. Dan Goosen accepte de me rencontrer dans un lieu public, mais refuse d'être filmé. Il m'explique qu'il ne pourra jamais me raconter toute l'histoire. C'est trop dangereux. Goosen a toujours la main sur la cache d'armes. Personne d'autre ne sait où elle est. Le gouvernement sud-africain a baissé les bras et ne fait rien. Elle est toujours là, quelque part. C'est une famille très soudée. Ce petit jeu autour de l'anthrax, les Américains et les Britanniques y jouent ensemble. Et c'est prouvé. Tous les gouvernements tremblent dans ces affaires louches. Et ils ne s'arrêteront pas. Pourquoi le feraient-ils? Je suis sûr qu'aujourd'hui encore, ils sont mouillés jusqu'au cou. Les Américains sont mouillés. S'ils ne veulent pas se laisser distancer, ils sont obligés de garder tout ça. Lors de mon dernier jour en Afrique du Sud, j'étudie les archives du projet Coast et j'y trouve la trace de visites faites par des scientifiques sud-africains à des laboratoires biologiques privés et étatiques en Europe et en Amérique. San Antonio, la Nouvelle-Orléans, Jackson. Suis-je tombé sur la piste d'un vaste réseau qui manigance pour fabriquer une nouvelle génération d'armes biologiques? Parmi ceux que cette perspective inquiète, il y a le professeur Ellen Purkett. Je suis certaine que certains gouvernements continuent de mener des recherches dans ce domaine. Et que c'est sans doute ce qui nous attend à l'avenir, des armes biologiques capables de cibler certaines populations. Je trouve ça terrifiant. Je m'enfonce plus profondément encore dans ce que Dresch, désormais mourant, a appelé les chemins de traverse. Un réseau parallèle vers lequel tout semble converger. Les programmes secrets, les savants morts, l'argent, les lettres contaminées.
Je m'inquiète toujours de ce que nous ignorons dans un domaine qui est par nature aussi secret et politiquement sensible et potentiellement aussi explosif sur le plan diplomatique. Ne pas savoir donne naissance à des théories du complot. Certaines sont de la paranoïa, d'autres peut-être pas. Tant qu'on n'expose pas clairement les faits qu'on connaît, on ne peut pas reprocher aux gens d'être paranoïaques ou de parler de conspiration, parce que c'est un domaine où il est très difficile de distinguer la réalité de la fiction. On a écrit des thrillers biologiques qui sont aujourd'hui du domaine du possible. Une semaine avant le 11 septembre, Judith Miller, lauréate du prix Pulitzer, et 2 de ses confrères du New York Times ont publié un article révélant l'existence de programmes gouvernementaux secrets liés aux armes biologiques. L'un des plus controversés s'appelait Clear Vision. C'était un projet de la CIA qui avait pour but de recréer des armes qu'on soupçonnait l'Union soviétique d'avoir conçues pour les utiliser contre nous. Des ogives, des petites bombes, des dispositifs pour disséminer l'immense arsenal biologique que l'URSS possédait avant son effondrement. Un autre programme secret sur le bacille du charbon impliquait la CIA et Battelle, un laboratoire privé travaillant pour la sécurité nationale. Battelle intervenait comme sous-traitant sur le projet Jefferson. Son objectif était d'essayer de voir si les Soviétiques avaient pu réussir à associer 2 agents pour cultiver un bacille du charbon capable de résister à notre vaccin. Pendant de longues années, on s'est efforcé de reproduire ce bacille dans un labo top secret de la banlieue de Columbus, en Ohio. Trois mois plus tard, le Baltimore Sun rapporte que des chercheurs de Dugway, un centre de test de l'armée, ont fabriqué une forme militarisée du bacille quasi identique à celle envoyée dans les lettres aux sénateurs. Il faut que j'aille à Dugway, le centre de test de l'Utah, dans l'un des coins les plus reculés de l'Ouest américain. Le plus remarquable ici, c'est que la place ne manque pas pour cacher un secret. Steve Erickson appartient à une association citoyenne qui surveille les activités de Dugway. On a épluché tous les articles de presse qui ont été publiés immédiatement après la découverte du bacille du charbon dans les lettres. Et on a toujours pensé que la qualité du bacille et le fait qu'il s'agisse de la souche Ames orientaient les soupçons vers les milieux de la défense. Donc, le centre de Dugway, où on sait que ces agents ont été aérosolisés et qui est, à part Fort Detrick, dans le Maryland, l'endroit le plus à la pointe des recherches sur le charbon. Nous pensons donc que très probablement, le bacille a été fabriqué ici, à Dugway, envoyé à Fort Detrick, et que peut-être une partie a été détournée en route et s'est retrouvée dans les enveloppes. On ne le saura jamais. À celui-ci. Tout ce qui se trouve derrière ce mur en béton armé est classé niveau 3 et l'accès y est strictement contrôlé. À l'entrée, il y a un agent de sécurité qui vérifie que vous figurez sur la liste des personnes autorisées à pénétrer dans le labo. Donc on n'y va pas? Non, je ne pense pas que vous soyez... Parce que physiquement, c'est la bonne taille pour qu'on les inhale. Et tout l'intérêt d'un agent biologique réside dans sa facilité à être inhalé et son pouvoir pathogène. Le bacille trouvé dans les enveloppes était très raffiné, très petit. Les spores faisaient un micron, oui. C'est pour ça que c'était aussi dangereux? C'est une des raisons. Plusieurs d'entre nous ont collaboré avec le FBI sur l'enquête Ameritrax. Nous en connaissons les détails et nous avons signé des papiers où nous nous engageons à ne pas révéler à quoi ressemblaient exactement les spores. Mais notre labo fabrique bien une forme militarisée du bacille du charbon. Et c'est sans doute le seul dans le pays. En fait,
Il y en a d'autres. Judith Miller a révélé que Battelle travaillait aussi sur ce bacille. Ces armes utilisées contre le peuple américain, car ce sont des armes. Ces armes utilisées contre le peuple américain et le Congrès, avez-vous connaissance d'autres établissements aux États-Unis qui soient capables de les fabriquer, à part Dugway dans l'Utah et le laboratoire Battelle à West Jefferson, Ohio? Je pense qu'il y en a d'autres. Moi, je n'en connais aucun à part Dugway et Battelle. Je vous le demande parce que j'ai lu l'article paru le 4 septembre 2001 dans le New York Times, qui dit qu'au cours des dernières années, les États-Unis ont entrepris en secret un programme de recherche sur les armes biologiques. Même l'administration Clinton ignorait son ampleur réelle. Ces projets secrets ont été repris par l'administration Bush, avec l'intention de les développer encore. À la prochaine pause, vérifiez et dites-moi s'il existe d'autres laboratoires à part Dugway et Battelle. Oui, monsieur. Ainsi, le FBI ne nie pas que d'autres laboratoires américains puissent manipuler de nouvelles formes mortelles du bacille. Et leur nombre ne cesse de croître. Depuis les envois des lettres contaminées, la recherche privée en biodéfense a connu un développement considérable, ce qui ne manque pas d'en inquiéter certains. Ça occulte la chaîne des responsabilités, car les sociétés privées sont détenues par d'autres sociétés privées. Et ça crée un écran pour les activités gouvernementales, car les États peuvent ainsi faire certaines choses en se cachant derrière ces entreprises privées. La réaction aux enveloppes piégées et au bioterrorisme a été de lancer une campagne nationale d'1 milliard de dollars pour, entre guillemets, nous défendre contre des terroristes inconnus. Mais la nature de ce programme est la suivante. On se dit, qu'est-ce que feraient les terroristes? Quel serait le micro-organisme le plus dangereux et le plus difficile à détecter et à traiter? Fabriquons donc cet organisme pour tenter de trouver comment nous défendre contre lui. En fait, il n'y a aucune différence avec un programme offensif où vous feriez exactement la même chose. C'est une vraie jungle. Le gouvernement accorde des fonds à droite et à gauche. Les laboratoires de biodéfense prolifèrent et se livrent à des recherches et des expériences non réglementées. Il y a trop d'argent en jeu pour que quiconque puisse s'y opposer. C'est là la vraie conséquence des attentats au bacille du charbon. Depuis 2001, plus de 50 milliards de dollars ont été débloqués par le gouvernement américain pour la biodéfense. Et alors que l'économie mondiale vacille, une industrie est en plein essor. Impossible pour une action d'avoir augmenté de 250% dans le marché turbulent de 2008? Vous ne connaissez pas Emergent Biosolutions, ou EBS. EBS fournit au gouvernement le seul vaccin contre le charbon approuvé par les autorités sanitaires, ce qui a permis à l'action de grimper de plus de 250% cette année. Emergent Biosolutions est le nouveau nom de Biopor, la société sur laquelle Stephen Dresch avait attiré l'attention du Congrès. EBS reste l'unique fournisseur de l'armée américaine pour le vaccin contre le charbon. Et à ce jour, elle lui a vendu 18 millions de doses pour plus de 440 millions de dollars. Des centaines de soldats américains ont refusé cette vaccination à injection multiple. Ils affirmaient qu'elle les rendait malades. Malgré les nombreuses poursuites intentées contre les programmes de vaccination, plus d'1 million de soldats ont été vaccinés depuis 1998. En 2003, Kamila Ivanovska est passée en cour martiale pour avoir refusé la vaccination.
J'avais lu qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires chez ceux qui avaient déjà été vaccinés. Et j'avais aussi entendu parler du syndrome de la guerre du Golfe. Ces gens, je devrais les appeler des victimes, je suppose, étaient tombés gravement malades à cause du vaccin. L'un des effets secondaires, ce sont les malformations congénitales. Et c'est ça qui m'inquiétait le plus, parce que je suis catholique et que je ne veux pas prendre quelque chose qui pourrait être mauvais pour un enfant à naître. Le docteur Merrill Nass, spécialiste du charbon, a été cité par la défense comme témoin expert. Vous pensez que le vaccin est dangereux? Je le sais, car j'ai traité beaucoup de patients qui sont tombés malades juste après l'inoculation. Quel genre de maladie? Eh bien, la sclérose en plaques, le lupus, des symptômes similaires au syndrome de la guerre du Golfe, avec perte de mémoire, douleurs articulaires et musculaires, et épuisement physique, et toutes sortes de troubles gastro-intestinaux. La base de données de l'armée elle-même montre qu'après la vaccination, il y a une augmentation des cas de sclérose en plaques, de diabète, de cancer de la thyroïde, du sein, de l'appareil urogénital, entre autres. Beaucoup de données montrent que ce vaccin n'est pas sûr. Le soldat Ivanovska a été renvoyé de l'armée pour refus d'obéissance. EBS déclare aujourd'hui que Biotrax, qui est le seul vaccin contre le charbon approuvé par les autorités, a été le fruit de recherches approfondies et est considéré sûr et efficace. Il a été conçu en collaboration avec les chercheurs de l'armée à Fort Detrick. Selon le FBI, l'un de ces chercheurs était Bruce Ivins, le suspect dans l'affaire des courriers contaminés. En octobre 2008, EBS a signé un nouveau contrat de 400 millions de dollars pour 14 millions de doses, destinées cette fois aux civils. En même temps, à l'insu de la grande majorité des Américains, le gouvernement a adopté une loi décrétant une urgence sanitaire de 7 ans. Les policiers, les pompiers et même le personnel médical devront tous être vaccinés. Cette loi dégage EBS et le gouvernement de toute responsabilité en cas de problème avec le vaccin. Aujourd'hui, Fort Detrick connaît le plus grand développement de son histoire. L'expansion de Fort Detrick, l'état d'urgence sanitaire, la constitution de stocks de vaccins. Serait-ce le signe que les États-Unis se préparent à une guerre biologique ? Quand on regarde les rapports du ministère de la Défense au Congrès sur les programmes chimiques et biologiques, on s'aperçoit que le Pentagone est maintenant en mesure, si j'en crois les rapports les plus récents, de lancer une guerre biologique au moyen du bacille du charbon n'importe où dans le monde. Ils en ont la capacité technique. Les troupes ont été vaccinées, tout est prêt. Selon le professeur Boyle, auteur d'une loi interdisant aux citoyens américains de violer la Convention internationale sur les armes biologiques, l'organisation d'une guerre au bacille du charbon est manifestement en cours. Ils demandent l'élaboration d'un modèle informatique pour simuler une frappe mondiale à l'aide de 5000 armes biologiques. C'est dans les documents. Ils utilisent le mot « frappe », c'est un terme offensif. En février 2008, Vladimir Poutine a prévenu que les avancées en bio- et nanotechnologie et en technologie de l'information pourraient mener à une nouvelle course aux armements. À Ekaterinbourg, je tente de trouver le complexe 19, le laboratoire militaire secret qui avait laissé échapper en 1979 des spores de bacille du charbon. Beaucoup d'observateurs avertis soupçonnent qu'on continue à fabriquer des armes biologiques derrière ces murs. Une nouvelle guerre bactériologique va-t-elle naître des cendres de la guerre froide? Si quelqu'un connaît la réponse, c'est Ken Alibek.
Ali Bek a dirigé un vaste programme soviétique de recherche biologique secrète avant de passer à l'Ouest en 92. Il a mis son savoir au service de l'armée américaine et de l'industrie privée de la biodéfense en devenant consultant pour Battelle, le sous-traitant de la CIA. Mais en 2007, il est brusquement reparti à l'Est. Je le rencontre à Kiev. Il est inquiet de voir s'effacer la frontière entre recherche défensive et offensive. Les États-Unis dépensent des sommes colossales, des milliards et des milliards de dollars pour ce qu'ils appellent la biodéfense. Ça nous met dans une situation très difficile. Ils essaient de concevoir de nouveaux virus. Ils recréent des virus comme celui de la grippe espagnole. Mais dans quel objectif? Bien sûr, aux yeux de certains pays, tout donne l'impression qu'ils travaillent sur de nouvelles armes biologiques. Aujourd'hui, Ali Bek est constamment accompagné par un garde du corps. D'autres chercheurs, comme son ancien collègue Vladimir Pasechnik, puis David Kelly, sont morts soudainement. Si ces gens veulent vous tuer, ça ne leur pose pas de problème. Ils ont des professionnels pour faire ça. Que ce soit en Ukraine, à Moscou, à Almaty, à Washington, peu importe. S'ils veulent vous tuer, ils le feront. Ali Bek a moins peur d'être assassiné que d'une menace bien plus terrible. J'espère que nous ne serons pas assez fous pour déclencher quelque chose qui pourrait anéantir toute l'humanité. Mais qu'en est-il du traité international qui était censé empêcher une telle catastrophe? Je pars pour Genève, où se tient la réunion annuelle du groupe d'experts de la Convention sur les armes biologiques. Certains délégués sont visiblement inquiets. Nous sommes au beau milieu d'une extraordinaire révolution scientifique et technologique en sciences de la vie. Et nous sommes confrontés à la possibilité que cette révolution soit utilisée à des fins hostiles et pas uniquement bienveillantes. La question est, pouvons-nous empêcher que cela arrive? La réponse, c'est qu'on ne sait pas. Ceux qui travaillent dans les sciences de la vie doivent prendre leurs responsabilités pour qu'elles soient utilisées pour servir l'humanité, et non pour nuire aux hommes, aux animaux ou aux plantes. La Convention de 1972 a été signée par 162 pays. Mais les États-Unis et la Russie résistent farouchement à l'introduction de mesures de contrôle et d'inspection. Or, sans ces mesures de vérification, la Convention n'est qu'un tigre de papier. La Convention sur les armes biologiques, c'est le traité du « je vous jure ». Je vous jure que je ne fais rien. Je vous jure que mes laboratoires militaires ne font que des recherches défensives et non offensives. Comment ne pas avoir des soupçons sur ce qui se passe vraiment? Vous devez comprendre que la race humaine se tient à un tournant crucial par rapport à la guerre biologique. Nous sommes en danger, alors même que je vous parle. Nous devons placer les recherches, le développement, les expérimentations et la technologie elle-même sous contrôle démocratique. Nous ne pouvons pas compter sur le gouvernement pour le faire à notre place. Et nous ne pouvons certainement pas compter sur les scientifiques. Ça va donc être à vous et à moi de nous opposer à ces activités, de les réduire, de les maîtriser. Si nous ne le faisons pas, nos enfants pourraient faire face à une catastrophe biologique. Et je ne plaisante pas. On me demande souvent pourquoi je fais ça. La vérité est un puissant désinfectant qui mérite d'être découvert et propagé. L'affaire des lettres contaminées ne sera peut-être jamais élucidée.
Et nous ignorerons toujours quels secrets les chercheurs ont emportés dans la tombe. Mais la vérité que j'ai mise à jour au cours de mon odyssée, c'est que cachés dans l'ombre, les sciences de la mort se répandent comme des microbes à travers la planète. Il est temps de faire le ménage.